Bienvenue dans The Wishing Well, le podcast qui aide les femmes entrepreneuses à concilier leur vie pro et perso sans s'oublier en chemin. Je suis Eugénie, coach en équilibre de vie et ici, on parle santé mentale, gestion des émotions et art de poser ses limites pour entreprendre avec sérénité. Installe-toi, respire et laisse-toi guider. Ilaï, bonjour. Hello. Comment tu vas, Ilaï, aujourd'hui? Moi, ça va très bien. Je suis ravie d'être ici. Merci de m'avoir invitée. Merci d'avoir dit oui. Tu es ma première invitée sur le Wishing Well podcast. Je suis vraiment très très contente de t'avoir aujourd'hui. Ilaï, ton profil Insta nous dit que tu es astrologue et storyteller. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, absolument. Donc, effectivement, je pense que ça se résume à ça. Je suis astrologue et storyteller. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que l'astrologie, c'est un label qui est assez lourd de sens aujourd'hui, et le porter sur soi, parfois, c'est pas toujours facile. Mais je pense que c'est précisément ce que je fais parce que je parle d'archétypes astrologiques. Et puis le storytelling, c'était un peu plus, ça coulait de source un peu plus parce que ce que j'aime avant tout, c'est raconter des histoires, c'est raconter les symboles, les mythes, et puis conter l'art d'être une conteuse. C'est ce qui me parle plus que tout. Super intéressant. Alors moi, ce qui me frappe tout de suite, c'est que effectivement, tu utilises le terme de storyteller. Pour avoir passé 10 ans en Angleterre, je suis familière avec le terme. C'est un mot qui littéralement story veut dire histoire et teller raconteuse. Donc on est dans le conte, raconter l'histoire. Est-ce que c'est un mot, tu crois, qui est souvent utilisé dans le paysage français? Oui, c'est une question super intéressante. Moi, j'ai l'habitude de l'utiliser en fait dans mon corps de métier initial qui était le copywriting. Donc, initialement, mon métier, c'était d'écrire des contenus pour des sites internet tiers, en fait, pour des clients. Et puis, je pratiquais justement l'art du storytelling pour écrire ces contenus. Donc, c'est une technique aussi marketing que j'utilisais auparavant, mais qui était un peu, qui a un peu, dont on a enlevé un peu le sens initial, qui était vraiment l'art du conte, en fait, de raconter une histoire. Et quand j'ai souhaité en fait faire matcher ces deux corps de métier, le copywriting et l'astrologie, je me suis dit qu'en fait le fil conducteur de ce que je faisais, c'était vraiment le storytelling, c'est l'art de transmettre un message, de le raconter, de le narrer. Et bizarrement, j'ai eu beaucoup moins de résistance à poser cette étiquette de storytelling à mon nom que celui d'astrologie qui est beaucoup plus chargé d'histoire, de projection aussi collective. Donc le storytelling, c'était un peu plus facile pour moi. Alors que c'est finalement deux termes qui peuvent être assez challengeants chacun dans leur catégorie. Du coup, j'entends que l'astrologie, c'est plutôt récent finalement dans ton parcours. Enfin, dans ton parcours, en tout cas dans ton parcours de visibilité, on va dire. Puisque tu as fait autre chose avant. Oui, je dirais que c'est plutôt récent en termes entrepreneurial en fait. Ouais. Après, l'astrologie, ça a toujours fait partie d'un bruit de fond de ma vie depuis toujours. En fait, j'ai grandi dans un milieu où on avait déjà des bouquins d'astrologie à la maison. Après, j'avais pas, mes parents n'étaient pas astrologues, mais il y avait quand même des livres d'astrologie, des livres sur le tarot, etc. Donc, c'est pas quelque chose qui était complètement hors de mon paradigme initialement. Mais disons que de manière entrepreneuriale, j'ai commencé à être astrologue, disons, en 2020. Donc, ça fait 5 ans. Ok. Donc, l'astrologie déjà dans ton enfance. C'est quoi ton premier souvenir avec l'astrologie? Alors, c'est une super question, j'adore, parce que du coup, c'est hyper visuel. Mon premier souvenir avec l'astrologie, c'est un énorme bouquin d'astrologie. C'était une espèce d'encyclopédie d'astrologie qu'on avait à la maison. Et en fait, à l'époque, on pouvait apprendre à, tu sais, faire un thème astral à la main. Il y avait toutes les techniques, etc. Et puis toutes les fiches sur tout le zodiaque, tous les aspects, etc. Et c'était une énorme encyclopédie rouge comme ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai un ami on a découvert récemment qu'on avait précisément la même. Parce que pourtant, c'est une encyclopédie des années 90, je pense. Et, euh, et donc, c'est mon premier gros souvenir d'astrologie. Et puis, à chaque fois
que j'avais un moment, j'étais toujours plongée dedans. Quand je rencontrais une nouvelle personne, une nouvelle amie, un nouvel amoureux, je regardais toujours son signe, toutes les aspérités. J'avais cette curiosité-là et c'est mon premier souvenir de l'astrologie en tout cas. Ah, c'est incroyable ça, c'est incroyable. Et ça, tu dirais que c'est arrivé autour de quel âge? Je dirais, je sais pas, je pense qu'on avait déjà vers 9-10 ans, elle était déjà là, cette encyclopédie, d'après mes souvenirs. Ah ouais, pas mal. Parce que moi, mon rapport à l'astrologie, il a commencé avec Femme Actuelle. Je n'ai pas honte de le dire, avec les horoscopes de Femme Actuelle. C'est quand même incroyable que dans ton foyer, tu aies eu un tel ouvrage finalement, avec carrément les instructions pour faire les chartes à la main. Ce qui se faisait encore il y a pas si longtemps, hein. Je ne saurais dire quand les premiers logiciels sont arrivés pour faire ça numériquement parlant, mais c'est vrai qu'il y a encore pas si longtemps, on calculait tout et on faisait tout à la main. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait, toi? Non, non, j'ai jamais fait, j'ai pas du tout cette patience-là, mais je pense que ce serait intéressant à certains égards. Et oui, oui, c'est absolument fascinant. Et puis moi, je pense qu'il y a de la place pour tous les types d'astrologie, les horoscopes de femmes actuelles ou de d'autres magazines. Tant que ça peut être une porte d'entrée justement sur les symboles, les archétypes, ben c'est déjà top. Alors du coup, bon, tu grandis, tu fais tes études, tu pars pas du tout dans l'astrologie entre guillemets professionnelle dans un premier temps. Tu pars donc dans le copyright, c'est ça? Ouais, d'abord dans le marketing. En fait, initialement, j'ai étudié le marketing et les stratégies de réseaux sociaux à une époque où c'était encore quelque chose qui était un peu nouveau. Et donc, j'ai d'abord travaillé dans le marketing et puis après, je me suis spécialisée en création de contenu, dans le copywriting en particulier. Et quand est-ce que l'astrologie t'a rattrapé? L'astrologie m'a rattrapée, je dirais oui, en 2019-2020. Euh, alors, ça s'est présenté à moi dans un moment de ma vie qui n'était pas très chouette, où j'étais pas au top de ma vie. Professionnellement, je me posais beaucoup de questions. Il y avait beaucoup de choses qui venaient me rattraper dans ma vie. J'avais beaucoup de stress. À l'époque, j'imaginais que c'était davantage un burn-out, mais finalement, c'était beaucoup plus profond que ça. Et puis aujourd'hui, je le qualifierais complètement autrement, ce qui s'est passé. Je pense que c'était plus une crise identitaire, spirituelle, quelque chose de vraiment très potent. Et en plus, ça s'est fait à un moment de ma vie où j'avais Saturne et Pluton qui étaient en conjonction exacte sur mon ascendant. Quelque chose qu'on vit assez peu souvent, en fait, au cours d'une vie, puis même pas tout le monde a la chance de vivre ce moment-là extrêmement potent. Et puis moi, c'était vraiment une espèce de fragmentation comme ça, psychique, émotionnelle, somatique aussi qui s'est passée, même dans mon corps. Et l'astrologie s'est présentée à ce moment-là comme une espèce de second souffle pour comprendre en fait ce qui se passait, comprendre ce qui s'est passé dans ma vie, les patterns familiaux, tout ça, mon environnement. D'abord c'était un outil pour moi et puis après coup j'ai souhaité l'appliquer autour de moi et puis à terme en faire une profession. Si je ne me trompe pas, tu nous as parlé de conjonction Saturne-Pluton. C'est potent, effectivement. C'est tellement potent que c'est cette même conjonction qu'on a eue, si je ne me trompe pas encore une fois, je le dis de mémoire, en Capricorne en 2020, quand Covid est arrivé. Donc on est vraiment sur quelque chose qui vient changer le paradigme. Et toi, tu en as fait l'expérience avec ton ascendant, c'est ça? Ouais, exactement. C'est venu secouer ton identité comme la société s'est fait secouer par l'arrivée du Covid en 2020, en fait. Je pense que ça aide les gens à comprendre la magnitude de la chose. Et du coup, ça c'est arrivé. Donc, pour toi, pour t'aider à donner du sens à ce que tu vivais à ce moment-là. Mais ça n'en est pas resté là, parce que du coup, ça s'est déployé après ça, n'est-ce pas? Oui, ça s'est déployé. Après, d'abord, c'était une découverte un peu timide une redécouverte, je dirais, parce que effectivement, c'était déjà assez présent dans mon giron familial. Et puis, disons que oui, ma rencontre avec les archétypes a été déjà extrêmement puissante pour moi. Et puis à terme, j'ai souhaité. En fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est marrant, j'ai jamais trop intellectualisé de cette manière, mais ce qui s'est passé, c'est que
J'ai d'abord eu à nouveau le goût de la création, de la créativité, en voulant à nouveau raconter des histoires sur les archétypes. Ça s'est passé comme ça initialement, où c'est d'abord mon goût, je dirais, pour le storytelling justement et pour la rencontre avec les archétypes et tisser des histoires autour de ça qui est né chez moi. Hmm. Donc c'était vraiment une espèce de renaissance créative qui était. J'avais plus du tout de créativité dans ma vie à ce moment-là. J'étais vraiment dans le monde corporate. Enfin, tout était vraiment aux antithèses, aux antipodes, pardon, de la créativité. Et du coup, c'est né depuis le souhait de créer des histoires autour des archétypes du zodiaque, notamment sur Instagram. Et puis j'ai vu qu'il y avait une espèce de, oui, ça a rencontré sa petite audience. Il y avait, ça plaisait. Et puis moi, je me suis prise au jeu et ça s'est cousu de fil en aiguille comme ça. Mais je me suis pas dit, ah bah je vais faire des consultations, je vais être astrologue tout de suite en fait. C'est d'abord via la petite porte du storytelling. Hmm. Je crois que c'est très intéressant ce que tu viens de dire dans ce sens où quand on suit sa curiosité et son inspiration, on ne sait jamais où ça va nous mener au final. Et d'où l'intérêt de se dire que la destination c'est bien gentil, mais quand même c'est le voyage qui compte. Et de s'encourager à aller suivre effectivement ces petites choses qui viennent nous attiser. Ah, tiens, ça vient de mon enfance, ça vient me rechercher et ça me fait du bien de l'explorer, je vais me lancer dedans. Et puis ça se combine avec d'autres choses. L'astrologie, le storytelling, et puis ça vient parler à des gens. Alors donc il y a, comme je le disais, ton compte Instagram, on va donner tous les moyens de te trouver, de te suivre dans les commentaires. J'ai vu en scrollant tes posts que effectivement chacun de tes posts était une invitation à une conversation entre des archétypes astrologiques qui nous concernent tous puisque nous sommes tous composés des mêmes signes. Enfin, je ne sais pas si je l'exprime bien, mais nous avons tous une charte identique. Ce sont les placements des planètes, les façons dont les maisons sont placées également et les constellations qui font que les conversations sont différentes. Mais nous avons tous la même matière dans nos chartes astrologiques. Ça, c'est la base pour tout le monde. Et après, ce qui s'articule, c'est donc l'histoire que viennent raconter nos placements, nos aspects, etc. Alors, moi, quand je t'ai trouvé, il n'y a pas si longtemps, j'ai été appelée tout de suite par ce que tu faisais et la façon dont tu présentais l'astrologie. Et j'ai vu assez rapidement que tu allais nous proposer un programme également. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, absolument. Donc, c'est un programme sur lequel j'ai travaillé assez longtemps. Bon, on aura l'occasion d'en parler, mais disons, ça a rencontré aussi tout un cheminement entrepreneurial qui a dû faire son chemin. Donc, ça fait un petit moment que je parle de ce programme pour ceux qui me suivent depuis 2-3 ans. Donc, du coup, c'est une formation en astrologie archétypale. Donc, je parle vraiment des archétypes du zodiaque. C'est pas une formation qui vraiment élague tous les aspects, tous les placements en maison, etc. Je me concentre uniquement sur les archétypes et je suis allée beaucoup plus loin que juste l'archétype zodiacal. J'ai essayé de déceler vraiment la profondeur psychologique de chaque archétype en tenant compte du fait que dans chaque archétype zodiacal, j'ai deux concepts primaires psychologiques de psychologie archétypale des profondeurs et j'ai décortiquer en fait tout ce que ça revêt pour nos psychés, ces concepts-là en fait, en partant du postulat que tous ces archétypes habitent nos psychés, comme tu l'as très bien dit, on est tout le zodiaque, on a tous les 12 archétypes du zodiaque en nous, et donc j'ai mêlé à la fois l'astrologie et la psychologie jungienne, qu'on appelle la psychologie des profondeurs. Donc c'est vraiment une formation qui est très profonde et c'est une rencontre et un voyage initiatique avec chaque archétype. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui n'a pas de notion d'astrologie peut le suivre ? Alors, j'aime beaucoup cette question parce que il y a encore un an, je me serais dit non, c'est une formation qui s'articule beaucoup pour les personnes qui ont déjà des bases en astrologie. Mais j'ai quand même eu à cœur de parler des fondamentaux en fait pour chaque archétype. Donc on a quand même déjà toutes les bases qui sont répétées au début. Et puis j'aimerais aussi souligner le fait que, en tout cas ça a été mon cas quand je me suis à nouveau penchée sur l'astrologie en 2019. J'avais vraiment les bases et je connaissais pas tellement
beaucoup de choses sur l'astrologie, mais je me suis tout de suite attaquée à des mastodontes de l'astrologie, notamment Liz Green, qui a écrit beaucoup sur l'astrologie archétypale, et qui est quand même très érudite, très détaillée, très très technique, assez peu accessible. Et justement, j'invite tout le monde en fait, à pas hésiter à aller vers des formations ou même des livres. Ça n'a pas besoin d'être la mienne, mais des ouvrages qui sont un peu plus denses, en fait, et qui viennent vraiment nourrir un besoin, une soif d'en apprendre sur les archétypes sans passer nécessairement par toutes les bases, etc. Les bases, elles viennent avec justement la curiosité. Mais pour répondre court à ta question, les fondamentaux sont aussi balayés dans cette formation. Donc accessible pour tout le monde finalement. Tu nous Oui. conseillerais qui comme mentor à lire? Oui, c'est une super question. Alors, en mentor en astrologie psychologique archétypale, Liz Green, c'est vraiment pour moi une incontournable. C'est marrant parce que tout à l'heure tu évoquais le fait tu sais, d'être passé de thème astro fait à la main à des logiciels. Et je crois, si je ne m'abuse, qu'elle a participé au premier logiciel tu sais, d'élaboration des thèmes astro par ordinateur à Zurich, justement, là où j'habite, avec une entreprise qui s'appelle astro.com. Et d'ailleurs, le site est toujours astro.com. Et je crois qu'elle a été parmi les premières à travailler en fait avec les ordinateurs pour élaborer les sites, les thèmes astro. Donc Liz Green, c'est sûr, elle a aussi beaucoup travaillé avec un autre astrologue qui s'appelle Howard Sasportas, qui a écrit un livre magnifique sur les maisons que j'adore, qui est vraiment un voyage archétypal à travers les maisons. Après, je pense que pour travailler, pour faire de l'astrologie psychologique, on doit nécessairement passer par la psychologie. Pour ça, il y a quand même une figure prééminente qui est Carl Jung. Carl Jung, notamment, j'ai beaucoup la question de par quoi commencer quand on lit Carl Jung, parce qu'il a plein d'ouvrages très techniques, ça semble assez peu accessible. Moi, je pense que le premier livre à lire, c'est son autobiographie. Parce qu'il raconte en fait tout son cheminement, toute sa rencontre avec les archétypes, avec les rêves, etc. C'est beaucoup plus accessible. Donc la biographie de Carl Jung. Après, t'as plein de psychologues analytiques comme James Hillman, comme Marion Woodman, comme Anne Baring, qui ont beaucoup écrit sur tous les rouages en fait des archétypes de la psyché, moins sur l'astrologie évidemment. Pour ça, il y a Liz Green et Howard Sasportas notamment, mais je pense quand on veut faire de l'astrologie un peu plus profonde, c'est aussi important de se pencher sur la psychologie, notamment analytique. Ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que finalement, on peut faire de l'astrologie sans que ce soit une obligation d'aller voir les archétypes. Mais toi, la façon dont t'en parles et le fait que tu nous dis avoir repris vraiment l'astrologie en 2019, on est en 2025, au moment où on enregistre cet épisode, c'est il y a pas si longtemps finalement, sur l'échelle de ta vie. Ça t'a semblé une évidence d'aller plonger dans les profondeurs tout de suite? Pour moi, oui. Je pense que pour moi, il n'y avait pas d'autre possibilité. Alors, pour raconter un peu mon parcours, quand j'ai réinvestigué l'astrologie en 2019, j'ai d'abord étudié l'astrologie hellénistique, qui est l'astrologie traditionnelle. Et je pense que ça m'a beaucoup servi. D'ailleurs, c'est toujours un système que j'utilise. J'utilise toujours le système de domification Whole Sign House, par exemple, qui est propre à l'astrologie traditionnelle. Ça me parle beaucoup plus. Mais très vite, j'ai eu besoin d'aller plus loin. Et en fait, je dirais que ce que j'ai appris et ma pratique de l'astrologie, elle est surtout nourrie par la psychologie des profondeurs et par d'autres livres que des livres d'astrologie, en fait. C'est étrange, mais je pense que ce qui fait la richesse d'un astrologue, c'est justement sa capacité à croiser des disciplines plutôt que parler de l'astrologie. Et je pense que c'est là où j'ai trouvé vraiment une résonance pour moi. Ça a parlé à ma psyché, à mon âme, et c'est là où... Après, j'ai un stellium en Scorpion, donc je pense que ça pouvait pas être autrement. J'ai vu ton post sur les scorpions qui disait ça va bien, la mauvaise réputation du scorpion. Il faut arrêter un peu avec ça. Alors moi, j'ai eu que des meilleurs amis scorpions quand j'étais à l'école. Et j'aime beaucoup, étrangement, j'aime beaucoup les signes qui entourent mon signe solaire. J'aime beaucoup les scorpions, j'aime beaucoup les capricornes. Et c'est une récurrence dans ma vie. Je trouve ça très intéressant. Et du coup, quand j'ai vu que t'étais scorpion, j'ai fait bah oui.
C'est pour ça les textes aussi, les textes profonds, les textes qui ont du sens et des couches sur des couches et cette envie d'aller voir dans les profondeurs. Alors évidemment, une charte est toujours plus complexe que ça. Mais quand j'ai vu que t'étais Scorpion, j'ai fait oh chouette. Parce que moi, les Scorpions, pour moi, ils ont pas du tout mauvaise réputation dans mon système de croyances. Je les adore vraiment. C'était toujours mes partenaires de jeu, littéralement, quand j'étais plus jeune. Donc super chouette d'avoir cette conversation aujourd'hui avec toi et que tu sois ma première invitée dans ce podcast aussi. Tu ne pouvais être qu'une Scorpion du coup. Écoute, je te propose de rebondir sur ce que tu viens de dire en disant que l'astrologie finalement ça se nourrit, selon toi, de choses qui n'ont peut-être rien à voir avec l'astrologie mais qui viennent du coup croiser ce dont on parle quand on parle d'astrologie. Alors moi je travaille beaucoup en ce moment avec des entrepreneurs, entrepreneuses, du bien-être et du mieux-être, notamment dans mes séances de coaching où j'utilise le Peter Koenig System et on vient voir des problématiques, des blocages émotionnels qui font que peut-être que dans le business, ça se passe pas si bien que ça. La plus grande peur de mon audience, je pense, si je devais résumer ça à un concept, ce serait le burn-out dans la finalité. Sont des personnes qui ont tendance dans leur démarche à s'épuiser beaucoup, soit parce qu'il y a un problème de légitimité, d'oser se montrer tel qu'on est. Donc on est épuisé à essayer de se faire passer pour qui on n'est pas, à essayer aussi de s'adapter aux algorithmes et à ce qu'il faudrait dire et comment faudrait le dire et à ce qu'il faudrait faire et ne pas faire pour avoir de l'audience. Et sont des personnes qui également sont challengées par le fait de poser des limites et de savoir s'arrêter. Donc je pensais aux archétypes. Et du coup, je me disais, ce serait bien qu'on essaye d'avoir une conversation autour des archétypes des auto-entrepreneurs, auto-entrepreneuses. Voir ce qu'on peut en dire aujourd'hui selon ce qui nous vient et bien sûr riche de ta connaissance de la chose. Dans un premier temps, il y a cette histoire de visibilité et de confiance en soi. Et si je te demande, est-ce qu'il y a un ou des archétypes ou des aspects ou des placements qui sont liés à la peur de l'échec ou au syndrome de l'imposteur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient comme ça? C'est hyper intéressant parce que récemment j'ai lu quelque chose et je saurais pas citer où j'ai vu ça précisément, mais ça m'a tellement parlé. C'est que la peur d'être vue, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup connu, sur lesquels j'ai été coachée d'ailleurs. J'ai même fait un coaching spécifique sur la peur d'être vue et j'ai accompagné d'autres personnes sur ce sujet, donc c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. La peur d'être vue et surtout la peur de l'échec. En fait, c'est surtout la peur de réussir. C'est pas une peur de l'échec. La peur de l'échec, en réalité, elle n'existe pas tellement. C'est plus la peur de réussir. En tout cas, j'ai lu quelque chose comme ça. J'ai fait waouh, c'est tellement, en tout cas, je trouve tellement pertinent. Et je dirais, alors peut-être que je vais être une mauvaise astrologue à ce sujet, mais je dirais que aucun archétype n'est épargné à ce sujet. Déjà parce qu'effectivement, on représente tout le zodiaque. Donc, a priori, on aurait tous les archétypes actifs à des moments ou pas, des moments donnés de nos vies, en fait, selon les transits qu'on vit, etc. Mais moi, je pense que vraiment personne n'est épargné face à ça parce que c'est une peur fondamentale d'être vu, d'être reconnu et de réussir, de sortir du lot, d'être aliéné du groupe, d'être ostracisé, d'être exclu du groupe. Déjà, le seul parcours entrepreneurial, il est extrêmement, il faut reconnaître, il faut beaucoup de courage en fait pour se montrer, pour dire, voilà, moi j'ai quelque chose à proposer, et de pas s'inscrire dans les sentiers battus du monde corporate, par exemple, du monde de l'entreprise. Donc, je pense qu'il y a vraiment aucun archétype qui est épargné. Après, pour le syndrome de l'imposteur, je sais pas, peut-être que ce serait plus facile de catégoriser les signes par éléments éventuellement. Je sais que j'ai beaucoup d'entrepreneurs autour de moi qui ont davantage d'énergie feu, pour lesquels c'est un peu plus, disons que je dis pas que c'est facile, mais c'est un peu plus cohérent peut-être pour eux dans leur parcours de vie quand on a beaucoup de signes de feu. Après, il y a aussi plein d'aspects bénéfiques. Par exemple, au signe de terre, on a une forme de constance qui va être beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible.
Les signes d'eau vont avoir accès à un monde émotionnel que pour les signes de feu ou de terre, par exemple, ça va être un peu plus difficile de travailler avec ces émotions. Moi, je parle en connaissance de cause, donc j'ai un stellium en Scorpion, j'ai 5 planètes en Scorpion. Après, je suis pas que ça, mais disons qu'il y a beaucoup beaucoup d'eau dans mon thème. Et pour moi, mon parcours entrepreneurial, c'est avant tout un parcours spirituel. Ça a été ma découverte spirituelle absolue. J'ai vraiment rencontré ma spiritualité lors de mon parcours entrepreneurial. Donc, on veut y voir ce qu'on veut y voir, en fait. Mhm. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, non, mais si, très bien. Du coup, c'est peut-être une invitation, mais j'imagine que différents astrologues et différentes personnalités peuvent dire différentes choses et ça peut fonctionner tout autant. L'invitation de la curiosité, comme je le dis toujours, ce serait peut-être ici, effectivement, d'aller voir son thème et déjà d'aller remarquer si il y a des stelliums dans certains éléments, si certains éléments sont surinvestis. Et est-ce que ce serait aussi pertinent d'aller voir si certains éléments sont sous-investis? Ouais, absolument. Ouais, c'est une bonne trame, je trouve. Quand on est un peu perdu dans le thème astral, moi j'aime toujours en fait reprendre les bases, prendre l'ascendant et voir quel est le maître de l'ascendant, quelle est la planète maîtresse qui régit cet ascendant, où est-ce que se trouve cette planète, en quelle maison, et puis décortiquer en fait à partir de là, qu'est-ce qui se passe, etc. Parce qu'on peut vite être un peu overwhelmed par tous les placements et se rattacher à cette ligne de mire qui est l'ascendant et le maître de thème, ça reste quand même primordial quand on est un peu perdu dans toutes les strates de son thème astral. C'est vrai que je crois qu'on s'en rend compte assez rapidement quand on commence à se pencher sur l'astrologie, de voir à quel point il y a une multitude de grilles de lecture, vraiment. Et alors ça dépend comment on est introduit à l'astrologie et un peu comment on s'y prend, me semble-t-il. Moi, tu vois, j'ai commencé à prendre des cours. Alors l'astrologie m'intéressait, et finalement je m'y suis mis en 2018, je crois. Il y avait un cercle astrologique, non mais ça c'est très anglais. Il y avait un cercle astro en bas de chez moi. Enfin, en bas de chez moi, 10 minutes à pied, dans une église, le mercredi soir, une semaine sur deux. Et j'avais toujours eu envie de me plonger un peu dans l'astrologie. Quand j'ai découvert ça, j'ai fait, mais quelle était la probabilité qu'il y ait un cercle d'astrologues qui se réunit 2 fois par mois en bas de chez moi, dans une église. En plus, c'était sous les combles, donc il y avait vraiment une ambiance irréelle, un peu fantastique. Et pour moi, c'était un signe en soi déjà, ça. Je me souviens, j'étais jeune maman et j'allaitais ma petite et donc j'avais juste le temps, je lui donnais sa tétée, je la couchais, j'allais faire mes 2 heures d'astrologie en bas de la rue et je revenais, c'était la première tétée de la nuit et donc j'allais dans ces pas en été évidemment, mais j'allais dehors dans cette ambiance où il faisait nuit, il y avait personne dehors parce que les Anglais mangent tôt, en tout cas non, là où j'étais c'était le sentiment que ça me donnait. Ils mangeaient tôt, ils restaient chez eux après. Ils sortaient pas le soir. Et donc je marchais toute seule dans ces rues. Il venait souvent de pleuvoir, donc tout illuminé par les lampadaires et le sol. Et j'arrive à cette église avec cette grande rosace illuminée parce qu'il y avait ma classe d'astro qui était en train de préparer la salle et donc il y avait de la lumière dans l'église. C'était vraiment hors du temps, quoi. Et donc j'ai commencé avec des cours et des professeurs. Donc j'ai eu cette chance entre guillemets de non seulement bénéficier de l'énergie du groupe, mais de la méthode, de comment est-ce qu'on commence à lire un thème astral. Parce qu'on peut lire de 150 000 façons différentes finalement. Et je me souviens, et j'y pense parce que tu viens de le dire, moi j'ai donc les termes en anglais, je les ai appris en anglais, je connais très peu les termes en français. Mais que quand on m'a expliqué qu'en fait la planète maîtresse de mon thème, c'était celle de mon ascendant et pas celle de mon signe solaire, mais déjà ça m'a révolutionné. J'étais là, mais quoi? On ne nous a jamais dit ça. Et non, en fait, il faut aller regarder son ascendant, la planète qui gouverne l'ascendant. Et c'est donc la planète qui gouverne le thème. Donc moi, pas du tout. Moi, j'étais en Sagittaire. J'étais là, non, mais c'est Jupiter, pas du tout. Mon ascendant est Bélier, c'est donc Mars. Rien à voir. Enfin, rien à voir, si. Mais ce n'est donc pas la même planète. Donc toi, Ilaï, ton ascendant, c'est quoi? Mon ascendant, c'est le Capricorne. Et de fait, ma planète maîtresse, pardon, c'est Saturne. Et Saturne, pour rappel, c'est la planète... en fait, il y a tellement de strates d'interprétation de Saturne, mais c'est la planète des responsabilités,
de l'autorité. C'est l'archétype paternel par excellence, par extension. Et on dit aussi que c'est la planète du karma. Et cette planète-là, elle est en maison 12 dans mon thème astral. Et la maison 12, ça représente quoi? La maison 12 aussi, c'est parmi les plus complexes, mais c'est vraiment ma préférée pour le coup. C'est la maison, en fait, c'est la maison qui est rattachée initialement au poisson, et donc qui nous parle de l'inconscient, du monde de l'inconscient, de la matrice universelle. En fait, il faut concevoir le zodiaque comme un grand voyage initiatique et spirituel aussi. Donc on est en maison 1, on est vraiment dans l'impulsion de l'ascendant bélier, de la naissance, du sens d'agence, de sortir du joug paternel, en fait, de la matrice utérine. Vraiment, on est dans l'impulsion de la naissance. Et tout au bout du zodiaque, en maison 12, on revient, en fait, dans cette matrice universelle, la conscience universelle. Donc c'est vraiment la maison la plus spirituelle qui existe. Mais on a aussi tout le pendant de l'archétype du poisson. Pas tous les poissons, évidemment, c'est vraiment en tant qu'archétype. C'est justement trop de dissolution de soi, trop peu de soi, trop de la conscience collective, et aussi toutes les mécanismes de défense qui nous permettent de nous échapper, c'est-à-dire toutes les addictions, tous les mécanismes de défense de l'inconscient pour échapper à soi, en fait. Donc c'est la maison la plus complexe, mais celle que je trouve la plus dense, en fait, la plus riche de sens. Celle qui complète la route du zodiaque, absolument. Du coup, si on parle de gestion émotionnelle et de système nerveux, déjà, il y a quelque chose qui m'intrigue et qui m'intéresse vraiment dans ton parcours, et je pense qu'on s'y confronte tous et toutes quand on lance un projet de cœur, un projet entrepreneurial. En tout cas, on nous souhaite que ce soit un projet de cœur. Comment est-ce que tu as vécu les prémices, la naissance de ce moment où tu as su, je vais sortir du monde corporate et je vais aller faire de l'astrologie? Mon parcours entrepreneurial a été très nébuleux au début. Il n'y a pas eu un moment où je me suis dit bon ça y est, je sais précisément ce que je fais ou quoi. J'ai eu beaucoup d'auto-sabotage, beaucoup de mécanismes de défense qui sont venus en fait en plein milieu. Et alors dans un premier temps, j'ai été d'abord copywriter en tant qu'indépendante, et puis après je me suis lancée en tant qu'astrologue. Et j'ai d'abord fait des consultations de thèmes astro. Et ma formation, elle a mis beaucoup de temps à émerger parce que j'avais beaucoup de résistance, en fait. J'avais peur d'être pieds et poings liés à cette formation. J'avais peur de plein de choses, en fait, en la lançant. J'avais peur aussi du burn-out, hein, parce que c'est beaucoup de travail que de préparer une telle formation. Et j'avais toutes les peurs que tu as précédemment citées qui interféraient. Et aussi beaucoup la peur d'être vue, la peur du succès. Ça beaucoup, et en fait ça m'a permis de réparer en fait cette part de moi, notamment mon enfant intérieur, tout au long de cette grande aventure. Ouais, du coup c'est intéressant de le dire, c'est pertinent de le rappeler. Moi je suis entourée de beaucoup d'auto-entrepreneurs, auto-entrepreneuses qui se sentent coupables que ce soit un peu nébuleux au début. Voilà, j'ai envie de commencer à faire ça, mais j'ai peur de la visibilité, de toutes ces peurs dont on a parlé, dont l'auto-sabotage aussi. Parce que des fois, de se dire je fais pas ça parce que j'ai peur d'eux, c'est super, mais la plupart du temps, on sait pas qu'on le fait pas parce qu'on a peur d'eux, on se trouve plein d'autres excuses en fait. Donc c'est important de rappeler que le projet entrepreneurial, c'est pas forcément du tout au tout. Tu vois, moi je te l'ai présenté de façon un petit peu cliché. Alors, quand est-ce que tu as su que tu arrêtais ton boulot d'entreprise, enfin ou le boulot sécuritaire avec les horaires de 9h à 5h, tu vois, du lundi au vendredi, et que tu allais faire l'astrologie? Mais en fait, non, pour la très 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 grande majorité d'entre nous, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et tant mieux parce que, comme tu le dis, avec l'astro, il faut se confronter, mais avec tout projet entrepreneurial, il faut se confronter à des choses qui ne nous sont pas présentées
et qui parle de ce que tu citais tout à l'heure, tout un tas de peurs, le rapport à l'enfant intérieur, le rapport à la visibilité, le rapport à la légitimité, le rapport... et surtout avec des métiers du bien-être et du mieux-être qui sont pas nécessairement considérés comme des métiers encore aujourd'hui, si je crois que le voile est en train un petit peu de s'ouvrir. C'est pas grave si ça se fait pas du jour au lendemain. Qui a dit que ça devait se faire du jour au lendemain? Et par contre, le danger, c'est que effectivement, comment on s'y prend quand on trouve que c'est nébuleux et quand on trouve que c'est difficile et quand on n'est pas trop sûr de là où on va, parce que tant que le projet n'est pas d'action en action emmené quelque part, on n'a pas la preuve, on n'a pas la réassurance, je sais pas si ce mot existe en français, mais je l'invente s'il n'existe pas, la réassurance que ça va fonctionner, quoi. Et on est beaucoup à laisser tomber dans ces phases-là, à s'en vouloir beaucoup, à avoir honte, à vraiment, là pour le coup, être effectivement dans les profondeurs. Et toi, du coup, ton programme, il est sur le point d'être finalisé, là. T'as ouvert ta liste d'attente. Normalement, il devrait arriver bientôt. Donc, on enregistre, on est fin février 2025. T'es quand même arrivé au bout de quelque chose. Tu vois, on va dire, même si t'as même pas posé ta date encore, mais t'es arrivé au bout de quelque chose. Comment t'as traversé tes peurs? C'était un peu, c'était très laborieux, mais c'était encore une fois une belle aventure, et une belle découverte sur moi. Mais rétrospectivement, parce que sur le coup, c'était pas très chouette à certains moments. Je dirais que en fait, ce qui s'est passé, parce que c'est vrai qu'on se connaît depuis peu, Eugénie, mais ce qui s'est passé, c'est que au départ, je faisais donc de l'astrologie. J'avais le compte Instagram qui était dédié à ça. À l'époque, qui s'appelait Astro and Soul. Et donc voilà, j'étais sur mon truc. J'avais déjà cette formation en tête, etc. Mais j'ai eu une autre aventure qui s'est imposée à moi, entrepreneuriale, où j'ai souhaité parler en fait, de mon propre parcours avec les symptômes corps-esprit qu'on appelle psychosomatiques, mais ça, c'est des symptômes neuroplastiques en fait. Donc c'était très potent en fait. Simplement, la solution n'était pas dans la médecine traditionnelle. C'était plus dans la neuroplasticité, justement, le travail de l'enfant intérieur, le travail des traumas. C'était mon cas en tout cas. C'est comme ça que je les ai complètement résolus. Et c'était une telle découverte pour moi parce que ça prenait tellement de place dans ma vie et c'était tellement incroyable la manière dont ça s'était résolu pour moi que j'ai souhaité en parler autour de moi. Et puis j'ai souhaité accompagner d'autres personnes à ce sujet. Et donc du coup j'ai switché sur mon activité entrepreneuriale. J'étais plus du tout dans la même niche et voilà, ça, j'ai accompagné quelques personnes, mais en fait, je suis très vite arrivée à un moment où je me suis dit non, mais quand même, mon activité sur les archétypes me manque fondamentalement. En plus, c'est pas, l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire qu'en plus, on était beaucoup dans l'axe Vierge-Poisson. Ça me manquait. J'étais arrivée au bout du chemin avec ces accompagnements sur la neuroplasticité et les symptômes chroniques. Et finalement, je suis revenue à l'astrologie. Donc, j'ai eu beaucoup de pérégrinations. Il y a aussi beaucoup de moments où j'ai disparu, en fait, des réseaux sociaux parce que je devais prendre soin de moi, tout simplement, de mon système nerveux, de ce qui passait dans ma vie, avec d'autres cheminements qui ont pris le dessus. J'ai repris un parcours académique, j'ai repris un master. Du coup, c'était trop pour moi d'être sur les réseaux. Donc j'ai pas un parcours très classique, je dirais. Il y a eu beaucoup de pérégrinations, mais j'en choisirais aucun autre aujourd'hui. Eh ben, tu vois, tu dis que t'as pas un parcours classique, et je crois que sur le papier, t'as pas un parcours classique. Mais si je regarde bien autour de moi, les gens avec qui je travaille, je trouve que finalement, la normalité, entre guillemets, c'est peut-être ce genre de parcours. Il y a une vraie gêne, une vraie honte, entre guillemets, également, à pivoter. Et on en parlait hors caméra tout à l'heure, parce qu'on s'est un peu parlé avant l'épisode. On parlait du fait que toi, t'es pas du tout pour les niches. Et moi, ce que je vois autour de moi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pivotent, qui cherchent, mais qui ne cherchent pas juste parce qu'elles sont perdues, mais parce que elles, ces personnes, font quelque chose de nouveau pour elles, avec des concepts qu'elles font cohabiter ensemble, comme tu as l'air de le faire, parce que les découvertes, parce que le développement personnel, parce que se soigner. Et du coup, il faut du temps pour
processer ça, mettre des choses ensemble qui peut-être, une fois qu'on essaye de les expérimenter avec un public bêta ou se révèlent pas fonctionner si bien que ça dans l'agencement dans lequel on les a mises. Donc on déstructure un peu et on restructure. Et il y a beaucoup de gêne encore à s'y prendre comme ça. Et donc quand je t'entends parler et que tu dis c'est atypique, je sais pas, je crois que personne n'ose s'avouer, en vrai, que c'est peut-être comme ça qu'il faut faire. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Finalement, ouais, c'est ce qu'on disait hors caméra, c'est que moi, là, le truc de niche, ça me hérisse fondamentalement. J'ai beaucoup de mal à poser une niche à mon nom et j'incite tout le monde à pas faire ça, en fait, parce que c'est se mettre dans une toute petite case et rester cantonné à cette toute petite case. Il y a quelque chose d'extrêmement anxiogène, je trouve, là-dedans. Et finalement, quand j'ai opéré le switch sur mon compte, il y a eu plein de personnes. Bon, il y a eu des personnes qui m'ont dit ah bon, je comprends pas et tout. Bon, voilà, c'est pas grave, je comprends aussi leur raisonnement. Mais j'ai eu aussi beaucoup de personnes qui m'ont dit merci en fait de faire ça parce que ça me donne aussi l'autorisation de changer moi. Finalement, ça fait trop longtemps que je fais ça, que j'ai lancé ce programme, ça ne me convient plus, ça me rend malade, mon système nerveux est complètement dérégulé à cause de ça. Et j'ose pas changer, ou même juste changer je sais pas, de charte graphique, tu vois. Il y a plein de personnes qui restent avec la même charte graphique parce qu'ils ont peur de changer. Bon c'est dommage en fait, c'est super dommage. Évidemment qu'un compte esthétique, c'est un petit plus, mais ça fait pas tout. Moi, je crois fondamentalement au personal branding et au fait qu'on ait nos propres marques et que quand je vais sur le compte d'Eugénie, j'ai envie de voir Eugénie qui me parle d'astrologie, j'ai envie de voir Eugénie qui me parle de PKS. Tu vois, je suis là pour toi, en fait. Je suis pas là pour les disciplines que tu vas me proposer. Évidemment qu'elles ont leur importance, mais c'est toi que j'ai envie de voir et voir comment tu articules les choses, en fait. Oui, absolument. Absolument. Et j'entends aussi, dans ce que tu nous as dit tout à l'heure, et ce qu'on s'est dit hors caméra aussi, j'entends aussi qu'à un moment donné, tu as disparu pour le bien de ton système nerveux. Est-ce que... alors, si tu es d'accord de partager ça, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement de normaliser ces choses qui n'ont pas l'air normales, entre guillemets, sur le papier, mais en fait, on passe tous par là, et on n'ose pas s'en parler parce que c'est pas normalisé. Normaliser le fait que on a des phases, comme tu le disais tout à l'heure, très plutoniennes, où ça implose, on disparaît. On a besoin d'une phase de reformulation nucléaire, revoir le noyau de ce qu'on fait et puis peut-être avec les conséquences collatérales, le désassemblement de ce qui les entoure en fait. Toi, t'es passé par là? Ouais, oui, je suis passée par là. Je pense que c'est très, je pense, inhérent au fait que j'ai tant de planètes en Scorpion, mais il y a souvent des périodes où j'ai besoin de complètement disparaître. Dans l'absolu, je suis une personne qui aime bien disparaître. Hein. Ça n'est pas que ça n'a pas que rapport aux réseaux sociaux. Mais je dirais que la particularité des réseaux sociaux, c'est que ça vient vraiment nous déclencher dans des endroits qui sont très tendres en fait, des blessures de l'enfance qui sont vraiment très très tendres. Et il y a des moments où ça prend le dessus effectivement, où c'est vraiment particulier. En fait, on navigue dans quelque chose qui est très difficile, il faut le reconnaître. Je pense que moi, si j'étais pas créatrice de contenu et entrepreneur, je serais pas sur les réseaux sociaux. Avant, j'avais pas de réseaux sociaux, j'avais pas Instagram, j'avais pas Facebook. Donc c'est vraiment le métier qui me l'a imposé, mais c'est tant mieux parce que du coup on a accès justement à des choses beaucoup plus faciles qu'à l'époque où on devait créer des entreprises et distribuer des flyers dans les boîtes aux lettres, on va pas cracher dans la soupe non plus. Mais disons que ça vient appuyer sur des trucs très très tendres de l'enfance et en plus il y a toutes les projections. Tu sais, moi je dis toujours que c'est un espace de projection Instagram. Il y a toutes les projections qui sont faites sur toi. Et en plus, il y a toutes les projections que tu fais sur les autres. Et donc, je pense qu'on est psychiquement, on n'est pas fait pour intégrer autant de projections et quelque chose de presque contre nature. Donc, je pense qu'il y a des moments où il faut justement faire des pauses et peut-être déroger au calendrier éditorial, aux règles de l'algorithme, et juste pour soi en fait, pour pouvoir tenir la route. Et s'il y a un conseil que je peux donner au lieu de faire comme moi et de complètement disparaître pendant des mois, pour être un tout petit peu plus consistant, c'est de faire des pauses, mais régulièrement et moins longues de fait, en fait. Toi, t'as un rythme un peu comme ça, de ralentissement ou d'introspection?
Alors, j'ai cette chance du coup que d'avoir un agenda qui me permet d'avoir cet espace pour moi aussi. Pour moi, le matin, il y a une grande partie de mes matinées qui sont consacrées à moi en fait et à ma propre introspection. Et mes premières heures matinales, c'est uniquement du journaling, de la méditation, de la lecture. En fait, je dis toujours que je commence avec ma lune. Tu vois, je commence avec plein de rituels de lune. Je suis vraiment dans mon cocon matriciel. Et puis après, je me mets dans une énergie un peu plus solaire. Mais je peux pas attaquer direct en énergie solaire, sinon je donne depuis un réservoir qui est complètement vide. Mm. Et surtout, je me donne l'autorisation. Peut-être on va en parler, mais je pratique beaucoup les affirmations et je me donne l'autorisation d'être là, d'être visible, de créer du contenu. Et surtout, je vais me valider avant même de poster. Je vais d'abord me dire que moi, ce que je vais poster, j'aime ça. Je trouve que c'est chouette. Je m'approuve. Je m'aime dans ce processus et après je poste. Comme ça me donne une espèce de petit détachement par rapport à la validation. Super. Viens, on parle de ça. On parle de tes rituels. Moi, par exemple, un truc que Julien m'encourage toujours à faire, j'oublie encore aujourd'hui, il me dit, il faut que tu likes tes posts. Tu postes et juste like-les. Parce que tu t'envoies de la validation et de l'amour. Et donc, j'entends ça aussi dans ton rituel. Alors, toi, c'est avant, avant de le faire. Moi, c'est après. Mais c'est un vrai effort d'y penser, en fait. Hein. Une fois qu'il est posté, j'ai presque envie d'aller faire autre chose. Tu vois, ça y est, comme un soulagement. On peut normaliser ça aussi. Reconnaître que si on est soulagé, c'est comme si on nous avait ôté un poids. Mais en même temps, si on le fait normalement et qu'on check bien ce qu'on fait et que, ok, il y a une partie de « Ah, ça y est, c'est fait ». Mais il y a aussi une reconnaissance, une gratitude de « Ah, c'est fait ». Et donc se mettre un petit like, ça participe à ça. Je trouve que c'est vachement sain en fait. Alors que la première fois qu'il me l'a dit, je me suis dit mais c'est bizarre quand même d'être la première personne qui se met un cœur. C'est pas. Puis alors les gens le voient en plus que tu t'es mis ton cœur. Genre ton post il a un like, c'est toi. C'est bizarre quand même. Et maintenant j'y pense. J'y pense pas régulièrement, mais la démarche ne vient plus du tout me gratter. Je trouve ça super joyeux, super sain, super ludique, trop sympa pour mon enfant intérieur, tu vois. Et puis comme toi. J'avais des médias sociaux, mais si j'avais pas le business que j'ai aujourd'hui, je serais beaucoup moins présente. Donc, je suis consciente que ma présence sur les médias sociaux est une nécessité de ma présence professionnelle. Tu vois, il y a pas. Je commence à apprécier d'y être avec des postes de cœur qui ont lien avec ce que je propose professionnellement, mais effectivement, avec cette nécessité de valider ce que je fais, et pas juste de poster, ce qui est le danger aussi, le lundi, le mardi, parce qu'il faut, et puis il faut que ce soit à 9h, parce que l'algorithme et trucs et machin, et on a vite fait de se perdre là-dedans. Alors oui, donc je rebondis sur ce que tu dis par rapport à tes rituels. Tu dis peut-être, on va en parler tout à l'heure. Parlons-en maintenant. Donc tu as ton rituel très lunaire le matin et solaire l'après-midi. Et est-ce que tu as et donc ton rituel d'affirmation quand tu crées du contenu? Est-ce que tu as d'autres rituels, d'autres façons de faire comme ça qui t'appartiennent? Ouais, bien sûr, j'en ai pas mal. Je dirais que je change souvent de rituel. J'aime bien changer selon ce dont j'ai besoin. J'ai pas quelque chose de prédéfini, mais il y a des choses qui reviennent souvent. Alors, ça dépend dans quel état je me trouve. Si je suis dans un état relativement stable, où tu vois, d'ouverture, où je sens que ça va, je pratique régulièrement les affirmations quand j'y pense et je fais pas rien de très sophistiqué. En fait, toutes les affirmations que j'ai apprises, elles viennent de Louise Hay. Je sais pas si tu connais. Oui. Mais moi, je pense que c'est un peu ma grand-mère archétypale rêvée. Et quand je vais pas bien, parce elle a beaucoup participé justement à mon cheminement de guérison, même somatique en fait, de tous les traumas, des symptômes neuroplastiques que j'avais. Et en fait, l'affirmation de base que je retiens d'elle, c'est je m'aime et je m'approuve complètement. C'est pas je m'accepte, c'est je m'approuve en fait. J'approuve tout ce que je fais, j'approuve les posts que je fais, je n'ai pas besoin d'approbation extérieure, j'ai pas besoin de validation extérieure. Parce que sinon, et je l'ai fait pendant très longtemps, on va poster en espérant être validé par l'extérieur. Du coup, c'est un puissant fond parce que c'est jamais assez, d'autant plus si tu as des blessures de l'enfant intérieur, des traumas ou que sais-je, ce sera jamais assez en fait. Et du coup, j'essaie quand même de revenir régulièrement à ça. Juste main sur le cœur. D'ailleurs, je te vois régulièrement le faire. Il y a quelque chose d'extrêmement potent quand tu fais ça où
Juste, ça vient réguler tout de suite quelque chose de dérégulé. Après, quand je suis pas bien, en général, j'ai tout de suite la colère qui monte. Je sais reconnaître maintenant, mais j'ai beaucoup des années de colère réprimée, de rage réprimée, avec notamment ce fameux placement de Mars carré Neptune et en Balance en plus. Et du coup, dès que je sens que j'ai des prémices un peu de colère réprimée qui reviennent, et la colère pour moi, c'est quelque chose, il faut que je sois à l'écoute. Ça peut très vite dégénérer en quelque chose que j'aime pas trop, notamment au niveau anxiété, dépression, symptômes, genre, tu vois, très vite, ça peut somatiser dans mon corps dès que j'ai de la colère réprimée, mais je pense comme tout le monde, hein. Et alors, dès que j'ai ça, en général, je pratique le journaling, mais c'est pas du journaling genre en mode cher journal et puis t'écris ta journée. C'est je prends une feuille de papier, je me pose et là je vomis tout ce que j'ai à dire sur le papier. Euh, Tu vois, il n'y a pas de phrase savamment élaborée, il n'y a pas de prose, juste j'écris mais tout. Il m'est arrivé de juste gribouiller ou quoi, et après je fais ça pendant 20 minutes, je déchire le papier, très important pour pas, en fait, pour que ton inconscient comprenne qu'il n'y a aucune chance d'être relu ou quoi, ou même tu peux éventuellement relire ça avec ton thérapeute, mais c'est pas obligé. Et donc après, tu déchires le papier et puis tu médites un peu. Je médite un peu après, ou tu vois juste des pratiques d'auto-compassion juste après pour me dire c'est ok en fait de vivre ça, c'est ok de penser et d'avoir toutes ces émotions-là. Qu'est-ce que je fais? Il y a plein de pratiques. Aussi, une pratique très très simple. Et ça, je suis contente qu'on ait la vidéo pour ça parce que il y a besoin d'avoir un retour vidéo. Mais je sais pas si t'en as entendu parler, c'est le Havening. Non, ça me dit rien. En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser au système nerveux, j'ai tout de suite été assez un peu overwhelmed parce qu'il y a tellement de techniques, ça a l'air tellement compliqué et pour le coup, moi, j'avais pas le temps de faire tout ça. Et il y a une technique que j'ai découvert en ligne et donc ça s'appelle le Havening et c'est juste apposer ses mains et venir les frotter l'une contre l'autre doucement. Et ensuite, t'as la technique, enfin, juste après, tu peux caresser ton torse, en fait, là où se situe ton corps, comme ça, doucement, et puis tes bras aussi de la même manière. Et faire ça régulièrement, et puis juste ton visage, comme ça. J'ai pas le jargon technique, mais c'est très très simple, ça prend 2 minutes, et en fait, ça t'ancre très rapidement, en fait, dans les moments où t'es complètement dérégulé, t'as été déclenché par un commentaire, par un manque de validation extérieure ou des choses comme ça. Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai appris le Reiki récemment. Mhm. J'essaie de le pratiquer sur moi de temps en temps. Ça aussi, il y a quelque chose de très instinctif dans le fait de le faire. Et puis, de manière générale, je dirais que le mindset, c'est ce qu'il y a de plus important, je pense. Les coachings que j'ai fait, j'ai eu la chance d'être accompagnée par quelques coachs qui m'ont énormément aidée. Je suis toujours coachée en ce moment par une coach qui est au Canada et elle est géniale en fait moi je pense que de manière entrepreneuriale je serais pas là aujourd'hui sans les quelques coachs qui m'ont accompagnée, ça c'est sûr et certain. Et après il y a une technique aussi qui est qu'on peut appeler différemment, ça s'appelle soit la psychosynthèse ou souvent on parle aussi de internal family system, tu sais, c'est le travail des parts, Mhm. d'aller discuter avec tes parts quand t'es un peu déclenché ou quoi. Mais c'est un peu très corrélé au travail des archétypes en fait, Ouais. d'aller rencontrer chaque archétype, de le visualiser et puis d'aller l'écouter en fait, juste l'écouter et savoir ce qu'il a à te dire. Mm. Et dernière technique, après je m'arrête, mais juste je sais pas comment on dit ça en français, mais le fait de se reparenter, de devenir à nouveau son propre parent, je pense que c'est Très bonne question. Ça le doit être ça. reparenting. Yeah, reparenting. Oh, ces gens qui parlent anglais, oh là là. Ah, insupportable. Oh là, ils nous énervent. Mais ouais, le reparenting, je pense que c'est fondamental. C'est au-delà de tout le parcours entrepreneurial, c'est ce qui m'a beaucoup aidé personnellement. Hmm. Devenir mon propre parent.
Et juste, en fait, d'être consciente de quand je me parle avec cette voix du parent critique. Juste noter, en fait, parce que finalement, c'est quasiment tout le temps pour la plupart des gens. Et de switcher, et de se dire consciemment, non, mais je vais m'adresser, je vais me parler depuis le parent aimant. Pour aujourd'hui, au moins pour cette heure. Et je peux te dire que tu passes d'autres journées. Tu m'étonnes. Du coup, on parle de l'entité parentale. T'en as parlé un petit peu tout à l'heure en disant Saturne, c'est l'archétype paternel. Quel serait l'archétype maternel, du coup? Sans grande surprise, pour moi, ce serait davantage la Lune. Ouais, davantage la Lune. Après, l'archétype paternel, à certains égards, ça peut être aussi le Soleil. Ouais. Je dirais que oui, en fait, c'est davantage le Soleil et la Lune, mais on peut y voir ce qu'on veut selon aussi le propre champ lexical qu'on a, enfin la propre imagerie qu'on a, l'histoire familiale qu'on a. Pour certains, ça peut même être selon la première figure d'attachement que tu as eue dans la vie, ça peut être aussi ton père, tu vois, la Lune. Donc ça dépend en fait. Ouais, c'est ça qui est intéressant quand on plonge dans l'astrologie, c'est de voir que c'est un système unique mais ajustable en fait. Et je pense que ça peut faire peur aussi de se dire mais les interprétations sont possibles, en fait tous les dialogues sont possibles. Et effectivement, je crois. C'est très intéressant. Mais oui, ça dépend de ta première figure d'attachement. Et si les émotions étaient des archétypes, par exemple, tu nous parlais de colère. Moi, c'est une émotion qui me parle beaucoup aussi, hein, parce que c'est l'émotion qui m'est la plus challengeante, parce que la plus présente quand je suis pas dans mon centre, tu vois. Et pareil que toi, quand je sens que ça monte, il faut faire quelque chose. On n'appelle pas les pompiers, mais il faut pas laisser la chose vivre d'elle-même, parce qu'elle nous emmène pas sur des territoires qui sont sains, tout simplement. Si la colère était un archétype astro, tu irais la trouver où? Tu l'identifierais où, toi? Pour moi, le placement le plus éloquent, c'est Mars. Ouais. Le placement de Mars dans le thème astral. Et puis tout ce que ça vient nous dire selon les aspects que fait Mars dans le thème, selon la maison que Mars habite. Pour moi, c'était vraiment, du coup, quand j'ai redécouvert l'astrologie en 2019-2020, le placement de Mars a été ça a été un catalyseur de transformation incroyable. Parce que, du coup, à travers Mars en Balance, notamment en maison 10, en aspect avec Neptune, il y a eu toute cette compréhension de la colère réprimée, de comment la colère était appréhendée chez moi, dans ma famille, à quel point je l'ai mis sous terre en fait, pour pouvoir survivre. Mais c'est tant mieux en fait, parce que c'était un mécanisme de défense, ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis d'être là où j'en suis. Mais à quel prix? Donc c'était hyper important de regarder ça. Ouais, j'ai un Mars en Balance aussi. Quand t'as dit ça, ça m'a rappelé ça. Ouais, j'ai un Mars en Balance. En maison 7. Ok. Et j'ai un peu de Scorpion aussi, dis donc. J'ai mon Mercure en Scorpion. Eh oui. Ah, intéressant. Très cool. D'où ce genre de conversation. Ouais. Aussi. Si t'avais des recommandations, des conseils à donner à la toi que tu étais quand t'as commencé à monter ton programme, qui finalement est la personne que nous sommes tous quand nous commençons à monter un programme. Qu'est-ce que tu te dirais aujourd'hui que tu sais que tu savais pas à l'époque et qui te rendrait, qui te ferait gagner du temps ou qui te rendrait le cheminement plus simple? Déjà, je dirais fais-le parce que quand ce sera fait, tu seras tellement fier de toi. Au-delà de la réception que ça va avoir ou pas, en fait, le seul fait de le faire pour toi, c'est tellement ça veut déjà tellement dire de choses pour toi, pour ton adolescente intérieure, pour ton enfant intérieur, pour toutes les barrières que tu t'es mises, que le seul fait de le faire pour toi, ce sera une réussite incroyable. Déjà, t'as déjà fait tout le taf. Et puis, l'autre chose que j'aimerais dire à moi du passé, il y a pas très longtemps, en fait, c'est fais-le. De toute manière, c'est une graine que tu vas planter. Tu sais, c'est ce qu'on nous disait sur notamment le bac. Quand on allait passer nos bacs, on se disait, oh là là, c'est incroyable. Après, je vais vivre ma vie d'adulte et tout. Et puis les adultes autour de nous disaient, mais c'est le début en fait. Ouais. Et
Et précisément la formation, je pense que c'est un peu la même chose. C'est le début d'autre chose, mais c'est pas une fin en soi. Donc fais-le, plante la graine. Tu verras ce qui va en découler, mais et aussi, tu sais quoi, amuse-toi. Ne te prends pas trop au sérieux, parce que je me prends trop au sérieux à des moments, et je pense qu'on est nombreux et nombreuses dans ce cas-là. C'est pas si sérieux que ça. Tu Mm. sais quoi, amuse-toi dans le process, et puis t'as pas besoin de prendre tout de manière de manière si grave en fait. Mm. C'est pas très grave. C'est important, mais c'est pas. Tu peux t'amuser en fait. C'est vrai qu'il y a de l'enjeu. Hein. Il y a de l'enjeu à poster la bonne story, la bonne story. Et une fois que tu as Ouais, posté la story, tu la vois disparaître au bout de 24 heures, tu fais bon, bah finalement c'est le post l'enjeu. Donc tu fais un super carrousel. Et une fois que tu as posté ton carrousel au bout de 3 jours, il y a plus personne qui like ou qui regarde parce que c'est l'ancien carrousel. Donc tu te dis maintenant c'est pas le carrousel finalement, c'est la formation, c'est le programme. Et une fois que tu as lancé ton programme, tu te dis ah mais en fait ce n'est pas la fin du voyage. Et non. Et c'est non, ça. donc éventuellement tu lances ton programme aujourd'hui, mais on sait pas, ça se trouve dans un an, on en reparle, et Ilay, tu vas pivoter maintenant et tu vas nous dire oui si ça se trouve. Et ce sera normal. On va normaliser ça aussi, que peut-être, après ce programme, il y a une autre aventure qui aurait ou n'aurait rien à voir avec ce programme. T'as déjà quelque chose en tête pour la suite? Oui, oui, c'est précisément ça. Je pense. J'aime bien faire un peu des statements de ouf. Je l'ai pas encore fait, mais je pense que ce sera la première et la dernière formation d'astro que je vais faire. Et après, il y aura autre chose parce qu'il y a déjà autre chose qui m'appelle et j'ai vraiment, vraiment besoin et envie de passer à cette autre chose. Donc, il y aura cette formation. C'est l'aboutissement de 5 années de travail en astrologie, de 5 années de dur labeur. Mais après ça, il y aura autre chose. Donc, ce sera une opportunité unique pour le coup. Super. Quelle belle façon de finir cet épisode de podcast. Mais avant de se séparer, Ilay, dis-nous comment te suivre, où te trouver et qu'est-ce qu'on fait si on veut faire partie de cette formation qui n'est donc pas une formation mais qui est une formation astro. Alors, du coup, on peut me suivre sur l'Instagram Ilay Barakzai. Donc, c'est un nom un peu compliqué, mais je pense que tu mettras les infos dans Regardez les les épisodes. commentaires. Exactement. Donc, Ilay Barakzai. Auparavant, d'ailleurs, ça c'est intéressant je pars dans tous les sens, hein, mais avant, j'avais un autre nom mon nom de compte, c'était Astro and Soul. Ouais. Et j'ai changé pour mon vrai nom. Pour moi, c'était un vrai travail que de mettre mon vrai nom. C'était de dire, en fait, bah, tu sais quoi, c'est moi. C'est all of me. Je vais pas me cacher derrière un alias ou quoi que ce soit. Et c'était un vrai truc. En fait, je l'ai fait pour moi que de mettre mon vrai nom. Donc très contente d'avoir fait ça. Alors, vous pouvez me trouver sur @ilay_barakzai et la formation archétypale s'appelle Psyché. Et elle est disponible, non, elle n'est pas encore disponible, mais vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente via le lien en fait qui est mis à disposition sur les liens de ma page Instagram. Et depuis là, vous pouvez vous inscrire à la liste d'attente. Et via cette liste d'attente, en fait, ça vous permettra de bénéficier du prix de lancement. Il y aura un prix de lancement pour toutes les personnes qui sont inscrites sur cette liste et de l'accès en exclusivité à la formation. Et puis à part ça, vous pouvez aussi vous inscrire sur la newsletter qui est hebdomadaire et que j'ai appelée les lettres archétypales. Et c'est là où il y a le plus de contenu, enfin c'est là où vraiment je prends le plus de plaisir à écrire parce que les formats Instagram sont très courts et moi mon truc c'est vraiment l'écriture. Donc vous pouvez vous inscrire éventuellement sur les lettres archétypales pour la newsletter hebdomadaire. C'est vraiment du contenu exclusif que je donne nulle part ailleurs. Et puis de manière générale, je fais des tirages quotidiens de tarot et d'oracle en story sur Instagram. Encore une fois, c'est un exercice que j'adore, donc si ça vous intéresse, il y a aussi ça. Super, merci beaucoup. Tu parlais des prénoms. C'est très difficile d'arrêter cet épisode. On pourrait parler pendant très longtemps. Et effectivement, un autre challenge de l'entrepreneur, c'est d'avoir un compte avec son nom et son prénom dessus. Je sais, ouais. Et je crois qu'en termes de visibilité et de challenge à la visibilité, c'est peut-être s'il fallait ne retenir qu'un challenge, ce serait celui-là. Tu as combien de comptes? Mon compte perso, mon compte pro, parce que j'assume pas. Et après, je comprends aussi pour des questions d'intimité, mais des gens qui mettent des pseudos difficiles à orthographier, du coup, ou pas forcément, mais tu l'entends.
tu le retiens pas forcément, du coup tu retrouves pas la personne avec des underscores. Je suis coupable de ça, j'ai un underscore, mais c'est au moins mon prénom et mon nom. Et effectivement, l'importance de porter son nom. Alors après, ce sont aussi des systèmes de croyances, mais je me suis un peu penchée sur la chose dernièrement. Il y a quelque chose de viscéralement assez important à porter et assumer le nom qui nous a été donné lors de notre incarnation, de cette incarnation en tout cas. Donc comme tu le disais, et ça ne m'étonne pas, il y a eu de l'enjeu. Il y a eu de l'enjeu à passer d'un pseudo à ton nom, ton prénom, d'autant plus que on n'est pas sur, je sais pas, Cécile Germain. Tu portes aussi une couleur qui est particulière avec ton prénom et ton nom. Donc, alors, astrologue, et puis c'est ton vrai prénom et ton vrai nom, et puis en plus c'est une couleur particulière, t'as dû faire un travail. Là, tu rayonnes qui tu es en fait en faisant ça. Et en plus storyteller, qui n'est pas français. Allez, t'as culminé quelque chose là. Tout est assemblé. Merci. Ouais. Merci beaucoup de dire ça. C'est très joli ce que tu viens de dire. Ouais, c'était important pour moi, effectivement. Et ta photo de profil, c'est toi aussi. Oui, c'est moi. Ça aussi, il faut le dire, parce que on se crée des logos et d'un point de vue marketing, c'est probablement très justifié dans certaines circonstances. Mais du coup, quand t'as ton nom et ton image et les mots qui font un peu peur, comme astrologue, enfin nous, ça nous fait pas peur. Hein. Les gens qui vont nous écouter, ils auront pas peur. Hein. Ils vont t'applaudir, ils vont clapper dans leurs mains, c'est sûr. Mais il y a quelque chose de là, la légitimité. T'as planté le drapeau sur la lune, quoi. Tu vois, littéralement. C'est génial. Je te remercie beaucoup, Iléi. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nous qui te viendrait ? Un mot de la fin, je dirais que, alors ça va être hyper pompeux et un peu spirituel, mais je dirais que finalement, effectivement, le voyage entrepreneurial, puis sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est important, il faut pas le nier, mais le voyage intérieur, c'est ce qu'il y a de plus important finalement. C'est ce voyage-là qui prendra toujours le dessus et ce qu'on rencontre de soi à travers toute cette aventure entrepreneuriale qui est la plus magique. Et c'est un merveilleux moyen d'accès à notre enfant intérieur et à toutes les parts de soi qu'on a aliénées, qu'on a fragmentées. Donc pour ça en vaut largement la chandelle. C'est magnifique. Merci beaucoup, Iléi. Je te dis Merci à bientôt et je vous invite à suivre Iléi sur Instagram et sur sa newsletter, les deux, parce que les contenus sont complémentaires et absolument fascinants. Merci beaucoup et à tout bientôt, Iléi. Merci, Eugénie. Merci d'avoir écouté The Wishing Well. J'espère que cet épisode t'a inspiré et donné des pistes concrètes pour avancer avec plus de sérénité. Si tu as aimé, pense à t'abonner, laisser un avis ou partager à une amie entrepreneuse qui en aurait besoin. Et si tu veux aller plus loin, retrouve-moi sur Instagram, Eugénie_couture, pour encore plus de conseils et d'échanges. À très vite pour un nouvel épisode, et en attendant, prends soin de toi.